Je m'appelle Élise et aujourd'hui, je vais vous raconter comment la femme qui détestait ma famille, qui nous méprisait ouvertement pendant des années, a fini par me léguer toute sa fortune. Oui, vous avez bien entendu, toute sa fortune. Pas un centime à ses propres enfants, pas un euro à son mari, mon père. Tout pour moi. Et franchement, quand le notaire a lu le testament, j'étais aussi choquée que vous l'êtes probablement en ce moment. Mais attendez, parce que cette histoire de destinée tordue, de secrets enfouis et de vérités occultées va bien au-delà d'un simple héritage. C'est une révélation finale qui a changé ma vision de l'argent, de la famille et de ce que signifie vraiment réussir dans la vie. Alors, installez-vous confortablement, parce que ce qui va suivre, c'est du lourd. Bon, pour comprendre cette histoire, il faut remonter à mes 15 ans. J'habitais à Lyon avec mon père, ma sœur Juliette. Et cette femme, Martine. Martine était devenue ma belle-mère 3 ans après la mort de ma mère, emportée par un cancer foudroyant quand j'avais à peine 10 ans. Mon père, complètement effondré, avait rencontré Martine lors d'un colloque professionnel à Bordeaux. Elle était comptable dans une grande entreprise, élégante, toujours tirée à 4 épingles, avec ce regard froid qui vous transperçait. Du coup, dès le premier jour où elle a emménagé dans notre maison de Villeurbanne, j'ai su que quelque chose clochait. Tu vois, elle souriait à mon père, mais quand il tournait le dos, son visage se figeait comme du marbre. Avec Juliette et moi, elle faisait même pas semblant. Elle nous ignorait, nous parlait avec mépris, et surtout, elle détestait tout ce qui touchait à notre mère. Les photos, les souvenirs, même notre façon de rire, qui, paraît-il, lui rappelait trop maman. C'était oppressant, franchement. Le passé conturbé de Martine, on l'a découvert que bien plus tard. À l'époque, on savait juste qu'elle avait 2 fils d'un premier mariage, Thomas et Maxime, qui vivaient avec leur père à Paris. Ces deux-là, mon Dieu, quand ils débarquaient pour les vacances, c'était l'enfer. Ils nous traitaient comme des moins que rien, volaient nos affaires, et Martine ne disait jamais rien. Au contraire, elle les défendait systématiquement. Je me souviens d'un été où Maxime avait cassé la collection de cartes postales que ma mère m'avait laissées, des cartes de tous les endroits où elle avait voyagé. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, et Martine m'avait regardé avec ce sourire méchant en disant « Bah, c'est juste des bouts de carton, faut grandir un peu, ma petite !» Grandir. J'avais 13 ans et je venais de perdre le dernier lien tangible avec ma mère. Mais pour elle, c'était rien. Un événement inattendu qui ne méritait même pas des excuses. Les années ont passé et l'ambiance à la maison est devenue de plus en plus toxique. Mon père, aveuglé par l'amour ou peut-être par la solitude, ne voyait rien. Ou peut-être qu'il ne voulait pas voir. Martine contrôlait tout, les finances, les décisions, même ce qu'on mangeait. Elle avait cette façon de transformer chaque repas en moment de tension. Un soir, j'avais 17 ans. Elle a annoncé à table qu'elle voulait vendre la maison familiale, celle où j'avais grandi, où chaque coin me rappelait maman. Elle voulait acheter un appartement plus moderne à Lyon, un truc impersonnel et froid, exactement comme elle. J'ai osé protester, et là, elle a explosé. Elle m'a dit que j'étais une ingrate, que je ne contribuais à rien, que je vivais au crochet de mon père et que franchement, il serait temps que je dégage. Mon père n'a rien dit. Rien. Il a baissé les yeux et a continué à manger sa soupe. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai compris que mon destin n'était pas dans cette maison, pas avec ces gens. À 18 ans, dès que j'ai eu mon bac, j'ai quitté la maison, sans un mot, sans un plan précis. J'avais juste 300 € économisés grâce à mes petits boulots de babysitting, un sac à dos rempli de fringues et une rage sourde au ventre. Je suis partie à Paris, parce que franchement, c'est là que tout se passe, non? Sauf que la réalité parisienne, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films. J'ai dormi chez une copine de lycée pendant 2 semaines, puis dans des auberges de jeunesse, puis carrément dans ma voiture d'occasion que j'avais achetée pour 500 € à un type louche sur le Bon Coin. C'était une vieille Clio qui sentait le moisi, mais c'était mon seul refuge. La chute avait été brutale,
mais je refusais de retourner chez mon père en rampant. Ça, jamais. C'était ma décision irréversible. J'ai enchaîné les boulots pourris. Serveuse dans des bistrots où les clients te matent comme un morceau de viande. Caissière à Monoprix où je restais debout 8 heures d'affilée. Même femme de ménage dans des bureaux la nuit. Je gagnais à peine le SMIC, soit environ 1200 € net par mois. Et avec le loyer d'une chambre de bonne minuscule à Belleville, 850 € charges comprises. Il me restait que dalle. Je survivais avec des pâtes, du riz et la fierté. Ah, et j'avais fait une demande d'APL, l'aide au logement, qui me donnait environ 150 € par mois. Sans ça, j'aurais vraiment été dans la merde. Mais tu vois, même dans cette crise, je me disais qu'un jour, je m'en sortirais. Je refusais que mon histoire se termine comme ça. Le moment décisif est arrivé, un soir de novembre, glacial et pluvieux. J'étais dans ma chambre, emmitouflée dans 3 couvertures, parce que le chauffage marchait 1 fois sur 2, et je scrollais sur mon téléphone. Je suis tombée sur une vidéo YouTube d'un type qui parlait d'investissement, de PEA, de comment transformer 100 € par mois en fortune sur le long terme. Au début, j'ai failli zapper. Je me disais, c'est encore un de ces gourous qui vendent du rêve. Mais quelque chose dans son discours m'a accroché. Il parlait de sacrifice, de discipline, de vision à long terme. Il disait que la différence entre les pauvres et les riches, c'est pas le salaire de départ. C'est ce qu'on fait avec cet argent. Et là, franchement, ça a été une révélation. Je me suis dit, putain, moi aussi je peux y arriver. Moi aussi je peux prendre le contrôle de ma vie financière. J'ai commencé à dévorer tout ce que je trouvais sur l'argent. Des livres comme Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, des chaînes YouTube françaises sur l'investissement, des podcasts. Je prenais des notes partout, même sur des bouts de papier au boulot entre 2 coups de rush. J'ai téléchargé des apps comme Linkso et Bankin pour suivre chaque centime que je dépensais. Et croyez-moi, quand vous voyez noir sur blanc que vous claquez 40 € par mois en café et conneries, ça fait mal, mais ça réveille. J'ai coupé dans tout. Fini les sorties, fini les fringues, fini les petits plaisirs. Chaque euro économisé, je le mettais de côté. Au bout de 3 mois, j'avais 150 € sur mon livret A à la caisse d'épargne. C'était minuscule, mais c'était un début. C'était ma première victoire silencieuse contre la misère. Ensuite, j'ai ouvert un PEA chez Boursorama, parce que les frais étaient bas et que tout se faisait en ligne. J'ai commencé à investir 50 € par mois dans un ETF qui suivait le CAC 40 et des actions européennes. 50 €, c'est rien, vous allez me dire. Mais sur un an, c'est 600 €. Sur 5 ans, c'est 3000 €, plus mes intérêts composés. J'avais compris que l'ascension ne se fait pas en un jour, mais euro par euro, mois par mois. C'était un marathon, pas un sprint. Et franchement, voir mon portefeuille grossir, même lentement, ça me donnait une motivation de dingue. Pendant ce temps-là, à Lyon, mon père et Martine vivaient leur petite vie. Juliette m'avait recontacté en secret. Elle m'envoyait des nouvelles par SMS. Apparemment, Martine était devenue encore plus insupportable. Elle avait forcé mon père à vendre la maison familiale, comme elle l'avait dit. Et ils avaient acheté un appart moderne dans le 3e arrondissement de Lyon. Mais le truc, c'est que Martine avait aussi un secret. Une vie double, en quelque sorte. Juliette m'avait raconté qu'elle disparaissait souvent le week-end, prétextant des formations professionnelles ou des visites à ses fils à Paris. Mon père ne posait pas de questions. Mais Juliette, elle, avait fouiné. Elle avait découvert que Martine avait un compte bancaire séparé, qu'elle avait ouvert discrètement à la banque postale et qu'elle y versait régulièrement de grosses sommes d'argent. D'où venait cet argent ? Mystère. Martine travaillait toujours comme comptable, mais son salaire ne justifiait pas ses montants. Il y avait clairement quelque chose de louche, un passé conturbé qui refaisait surface. 3 ans après mon départ, j'avais réussi à décrocher un poste d'assistante administrative dans une PME à Paris. Rien de glamour, mais ça payait mieux que mes anciens boulots. Environ 1800 € net. J'ai continué à vivre comme une étudiante fauchée, à économiser, à investir.
Mon PEA avait grossi. J'avais aussi acheté quelques actions de l'MVMH et Total Energy en direct, parce que je croyais en ces boîtes sur le long terme. Et petit à petit, mon patrimoine augmentait. J'avais environ 15 000 € investis, ce qui pour moi, c'était énorme. C'était la preuve que mon destin n'était plus dicté par ma famille, mais par mes choix. J'étais fier, tu vois. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Et puis, un jour, le téléphone a sonné. C'était Juliette, en pleurs. Elle m'a annoncé que Martine était morte. Une crise cardiaque foudroyante à 58 ans. Elle était tombée chez elle dans le salon et mon père l'avait trouvée. J'ai ressenti un mélange bizarre de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que cette femme qui avait empoisonné nos vies n'était plus là. Tristesse parce que bon, c'est jamais agréable d'apprendre la mort de quelqu'un, même quelqu'un qu'on détestait. Mais franchement, je ne pensais pas que ça allait me concerner directement. Je m'étais dit, ok, elle est morte, tournons la page. Sauf que 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du notaire de famille, Maître Dupont, basé à Lyon. Il m'a demandé de venir pour la lecture du testament de Martine. J'ai failli refuser, mais ma curiosité l'a emporté. Et puis Juliette insistait. Elle me disait « Viens, Élise, il faut que tu sois là ». Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je suis donc retournée à Lyon pour la première fois en 4 ans. L'étude du notaire sentait le vieux bois et le papier jauni. Mon père était là, les yeux rouges, l'air complètement perdu. Les 2 fils de Martine, Thomas et Maxime, étaient assis avec leurs costumes de banquier. L'air suffisant. Juliette était à côté de moi, me tenant la main. Maître Dupont a commencé à lire le testament, et là, le point de virada que personne n'attendait. Martine léguait toute sa fortune à moi. Toute. L'appartement de Lyon, qu'elle avait mis à son nom, évalué à 400 000 €. Ses comptes bancaires, qui contenaient plus de 300 000 € en liquide. Ses actions, ses placements, tout. En tout, une errance à prohibida de plus de 800 000 €. À moi. Pas un centime à ses fils, qu'elle avait pourtant toujours défendus. Pas un euro à mon père, qu'elle avait manipulé pendant des années. Tout pour moi, la fille qu'elle avait méprisée, rejetée, humiliée. Le silence dans la pièce était assourdissant. Thomas et Maxime ont explosé, criant que c'était impossible, qu'il y avait une erreur, que j'avais dû manipuler leur mère. Mon père me regardait comme si j'étais une étrangère. Juliette, elle, avait la bouche ouverte, sous le choc. Et moi, franchement, j'étais figée. Je ne comprenais rien. Pourquoi moi? Pourquoi cette femme qui m'avait haï me laissait-elle tout? Maître Dupont a alors sorti une enveloppe. Il m'a dit « Martine a laissé cette lettre pour vous, mademoiselle. Elle souhaitait que vous la lisiez après la lecture du testament. » J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, et ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Dans cette lettre, Martine révélait toute la vérité occultée depuis des années. Elle expliquait qu'elle avait été maltraitée dans son premier mariage, que l'ex-mari, le père de Thomas et Maxime, était un homme violent et manipulateur. Elle avait fui avec ses fils, mais eux, au lieu de la soutenir, avaient pris le parti de leur père. Ils l'avaient rejetée, accusée d'être une mauvaise mère, et avaient coupé les ponts pendant des années. Quand elle avait rencontré mon père, elle avait essayé de reconstruire sa vie, mais elle portait cette rage, cette douleur. Et nous, Juliette et moi, on lui rappelait ce qu'elle avait perdu, une vraie famille aimante. Elle nous détestait parce qu'on avait ce qu'elle n'avait jamais eu, l'amour inconditionnel d'un parent. Mais au fil des années, en me voyant partir, en me voyant me battre seule, elle avait réalisé quelque chose. Elle avait vu en moi la force qu'elle aurait aimé avoir. Elle m'avait suivi discrètement, grâce à Juliette, qui lui donnait des nouvelles. Elle avait appris que je me débrouillais, que j'investissais, que je me construisais sans l'aide de personne. Et ça l'avait impressionnée. Dans sa lettre, elle écrivait « Tu es la seule qui mérite cet argent, Élise. Mes fils sont des parasites comme leur père. Et ton père est trop faible pour faire quoi que ce soit de sa vie. Toi, tu as le courage que je n'ai jamais eu. Utilise cet héritage pour continuer à grimper, pour devenir celle que j'aurais aimé être. C'est ma façon de demander pardon, même si je sais que tu ne me pardonneras jamais. » J'ai pleuré en lisant cette lettre, des larmes de colère, de tristesse, de soulagement.
Cette révélation finale était bouleversante. Martine n'était pas juste une méchante belle-mère. C'était une femme brisée qui avait projeté sa douleur sur nous. Ça n'excusait rien, franchement, mais ça expliquait beaucoup. Et ce geste, ce testament, c'était sa rédemption tordue, sa justice inesperada. Elle m'avait donné les moyens de réussir, de m'élever au-dessus de tout ce qu'elle avait vécu. Bon, si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent et à la famille. Croyez-moi, ce qui suit est tout aussi intense. Après la lecture du testament, ça a été le chaos. Thomas et Maxime ont attaqué en justice, évidemment. Ils contestaient le testament, affirmaient que leur mère n'était pas saine d'esprit. Toutes ces conneries. Mais Maître Dupont avait tout prévu. Martine avait fait évaluer sa santé mentale par plusieurs médecins avant de rédiger son testament, justement pour anticiper ce genre de contestation. Les procédures ont duré 1 an. 1 an de stress, d'audience, de confrontation. Mon père, lui, s'est muré dans le silence. Il n'a pris le parti de personne. Il était juste absent, comme toujours en fait. Finalement, j'ai gagné. Le tribunal a validé le testament et j'ai hérité de tout. 800 000 euros. Une somme qui, pour moi qui avais vécu avec 1 000 euros par mois, semblait irréelle. Mais tu vois, au lieu de tout claquer, j'ai appliqué tout ce que j'avais appris. J'ai d'abord remboursé mes dettes, qui étaient minimes, puis j'ai investi la majorité. J'ai diversifié. Actions en direct, LVMH, Hermès, Total Energy, ETF via mon PEA, un peu de crypto, Bitcoin, Ethereum, pas plus de 5% de mon portefeuille, et j'ai acheté 2 studios à Marseille pour les louer. Les loyers me rapportent environ 1 200 € net par mois, ce qui couvre mes dépenses courantes. Le reste, je le laisse fructifier. Grâce aux intérêts composés et à une bonne gestion, mon patrimoine a dépassé le 1 million d'euros en 5 ans. 1 million. Moi, la fille qui dormait dans sa voiture. C'était l'ascension totale, la reviravolta dramatique que je n'aurais jamais imaginée. Et mon père, vous vous demandez? Eh bien, 6 mois après l'héritage, il m'a appelé. Pour la première fois depuis des années. Il m'a dit qu'il était fier de moi, qu'il regrettait de ne pas avoir été là, qu'il voulait reconstruire notre relation. J'ai été tentée de raccrocher, franchement. Mais j'ai écouté. Et tu sais quoi? Je lui ai pardonné. Pas pour lui, mais pour moi. Parce que garder cette colère, ça m'empoisonnait. On se voit maintenant de temps en temps, on prend un café, on discute. C'est pas la relation père-fille parfaite, loin de là, mais c'est mieux que rien. Juliette, elle, a continué ses études. Elle est devenue avocate et je l'aide financièrement quand elle en a besoin. On est proches, complices, et je sais que sans elle, je n'aurais jamais su toute la vérité sur Martine. Alors, qu'est-ce que cette histoire m'a appris? Plusieurs choses, franchement. D'abord, que l'argent, c'est pas juste des billets, c'est de la liberté. C'est le pouvoir de dire non, de choisir sa vie, de ne plus dépendre de personne. Mais l'argent seul, ça suffit pas. Il faut savoir le gérer, le faire travailler pour toi, pas l'inverse. J'ai commencé avec 50 € par mois, et aujourd'hui, je suis millionnaire. C'est pas de la magie, c'est de la discipline, de la patience, et surtout, une vision long terme. Les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde, comme disait Einstein. Si vous investissez régulièrement, même de petites sommes, sur des décennies, vous serez riche. Point. Deuxième leçon, les gens ne sont jamais tout blancs ou tout noirs. Martine était horrible avec moi. Mais elle avait ses raisons, ses blessures. Ça excuse rien, mais ça l'humanise. Et cette compréhension, ça m'a permis de tourner la page, de pas rester coincé dans la haine. Parce que la haine, franchement, ça te bouffe de l'intérieur. C'est du poison. Troisième leçon, le destin, c'est pas écrit d'avance. J'aurais pu rester dans la misère, me plaindre, jouer les victimes. Mais j'ai pris le contrôle. J'ai pris des décisions irréversibles. J'ai accepté la chute et j'ai bossé pour mon ascension. Et toi qui m'écoutes, tu peux faire pareil. Peu importe d'où tu viens, combien tu gagnes, il y a toujours un chemin pour s'en sortir. Ça prend du temps, du sacrifice, mais c'est possible. Voilà quelques conseils concrets pour ceux qui veulent commencer. 1. Télécharger une app de suivi budgétaire
comme Linkso ou Bankin. Suivez chaque euro, identifiez les fuites, coupez le superflu. 2. Ouvrez un livret A si vous avez rien. C'est sécurisé, sans risque, et ça vous apprendra à épargner. 3. Dès que vous avez un peu d'épargne, ouvrez un PEA chez Boursorama ou Desgiro. Commencez avec 20, 50, 100 euros par mois, peu importe. Achetez un ETF diversifié, type MSCI World ou CAC 40, et laissez faire le temps. 4. Éduquez-vous. Lisez des livres, regardez des vidéos, écoutez des podcasts. L'ignorance financière, c'est ce qui maintient les gens pauvres. Et 5. Soyez patient. La richesse, ça se construit pas en un an, mais sur une vie. C'est un marathon, pas un sprint. Et maintenant, la question que je vous pose à tous, et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de subir et commencer à agir? Parce que franchement, cette histoire de Martine, cet héritage inattendu, c'était juste un coup de pouce. Le vrai travail, je l'avais déjà fait avant, en me formant, en investissant, en changeant mon mindset. L'argent de Martine a accéléré les choses, mais j'aurais réussi de toute façon, ça aurait juste pris plus de temps. Vous aussi, vous pouvez réussir. Vous n'avez pas besoin d'un héritage, vous avez besoin de volonté, de discipline et d'une vision claire de votre avenir. Alors voilà, c'est la fin de mon histoire. Une histoire de destinée bouleversée, de secrets révélés, de vérités occultées qui finissent par éclater au grand jour. Une histoire de passé conturbé, de vie double, d'héritage prohibé qui change tout. Une histoire de chute brutale, de sacrifices douloureux et d'ascension triomphante. Une histoire de crise, de points de virada, de moments décisifs qui façonnent une vie. Une histoire d'événements inattendus, de décisions irréversibles, de reviravoltas dramatiques qui vous laissent bouche bée. Une histoire de révélation finale, de justice inattendue, de victoire silencieuse sur la misère et le mépris. C'est mon histoire, et elle pourrait être la vôtre aussi, si vous osez prendre ce premier pas vers la liberté financière. Si ce récit vous a touché, inspiré ou même énervé, abonnez-vous, activez la cloche. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez-moi en commentaire votre propre expérience avec l'argent, votre parcours, vos rêves. Je lis tout et je réponds à un maximum d'entre vous. Et surtout, n'oubliez jamais, votre passé ne définit pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de changer votre destin. Alors, allez-y, foncez. Et surtout, croyez en vous. Parce que moi, Élise, la fille qui a dormi dans sa voiture, la fille rejetée par sa belle-mère, je suis aujourd'hui millionnaire et libre. Et si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre argent. Salut!